L'ascension du Maroc sur l'échiquier international dérange de plus en plus l'Union européenne. C'est normal. Lorsqu'une organisation politique qui a longtemps été dominante, comme l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique ou la Chine, interagissent avec des pays qui ont longtemps été faibles et en pleine décadence. Ils ont été habitués donc à ne pas avoir un rapport de force avec ces pays africains et que ce pays, comme le Maroc, prenne de plus en plus de place, prenne de plus en plus d'ampleur et d'importance. Cela peut déranger, cela peut rabattre les cartes régionales et internationales. Donc, plus Rabat va gagner en influence, plus le Maroc, plus le royaume du Maroc va se développer, plus ses liens avec l'Union européenne vont se tendre et se refroidir. Dernièrement, le cœur de la discorde, ce sont les négociations sur la pêche, sur les poissons, donc sur la pêche dans les eaux territoriales marocaines et sur les produits agricoles produits et exportés à partir du Sahara occidental marocain. Donc, j'espère que vous avez compris ce point. Ce n'est pas qu'une question commerciale, ce n'est pas qu'une problématique commerciale, c'est le signe d'un changement de dynamique et de paradigme. Un Maroc qui change face à une Europe qui change, qui peine à trouver sa place dans le nouveau monde. Donc, la question des accords de pêche, plus qu'une négociation, c'est un révélateur. Cela révèle ce que sera le Maroc de demain dans un monde où les menaces énergétiques, les défis climatiques et les tensions géopolitiques se multiplient. Le Maroc doit préserver ses liens avec l'Union européenne tout en veillant jalousement sur sa souveraineté. Et c'est là que le bât blesse. Certains dirigeants européens jouent un double jeu dangereux, oscillant entre le soutien au Maroc et un flou qui bénéficie aux séparatistes terroristes du Polisario car il leur permet de rester encore un peu en vie. Alors, pourquoi sont en même temps si dangereux dans une région qui est déjà tendue? Que cache vraiment l'affaire des accords de pêche entre le Maroc et l'Union européenne? C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Comprendre l'accord de pêche entre le Maroc et les Européens, c'est comprendre donc que ce n'est pas qu'un deal commercial. C'est une bataille pour la souveraineté, une bataille ancrée dans une histoire tumultueuse entre Marocains et Européens. Par exemple, actuellement, encore aujourd'hui, la colonisation de Melilla et Ceuta, des enclaves qui portent le stigmate d'un Maroc jadis dominé, confronté à une Europe impérialiste. Également, le Maroc est riche en ressources halieutiques avec ses 4000 km de côte, 3500 km de côte, ce qui peut attirer les convoitises européennes. Ces eaux regorgent de près de 1,5 million de tonnes de poissons par an. C'est une mine d'or, poussant donc Bruxelles à perdre son impartialité. Le 21 mars 2024, la décision de l'avocate générale de la Commission de justice de l'Union européenne concernant cet accord de pêche et les exportations agricoles marocaines met en lumière ce double jeu européen, oscillant donc entre partenariat et pression. En réponse, le Maroc a annoncé débuter des manœuvres navales au large du Sahara pendant près de 3 mois, empêchant donc les navires espagnols de s'approcher des côtes marocaines. Cette réponse militaire marocaine qui peut s'apparenter donc qui peut être considérée comme un peu violente, un peu brusque, est le résultat d'années de polémiques stériles comme l'affaire Pegasus, mais au-delà de ces manœuvres militaires et des décisions juridiques, c'est toute la question de la souveraineté marocaine qui est en jeu. Pour répondre à ce défi de souveraineté, Rabat a diversifié ses partenariats économiques, réduisant sa dépendance envers l'Union européenne. Cette dépendance, bien que toujours réelle, n'est pas unilatérale. L'Europe dépend aussi beaucoup du Maroc pour ses importations agricoles et ses investissements en Afrique. Ce n'est pas un hasard. Le Maroc a pu et a su développer une agriculture qui est à la fois performante et qui rivalise avec les plus grands pays agricoles d'Europe. Et en même temps, l'Europe qui est un marché avec un pouvoir d'achat important et donc une demande importante, les produits marocains donc, ont longtemps comblé ce vide et permis aux Européens de bénéficier de produits agricoles et de poissons
pas cher. Également, le tourisme européen est un pilier de l'économie marocaine et c'est un témoin également de cette relation complexe entre Marocains et Européens. Ainsi, alors que le Maroc se bat pour des causes existentielles, l'Europe met la pression avec les histoires de pêche et des intérêts commerciaux. Donc le rapport de force est un peu déséquilibré car pour le Maroc, c'est une question très importante. Le narratif construit autour du Grand Maroc, comprenant le Sahara occidental, Ceuta et Melilla et le Sahara oriental, et donc c'est non négociable, c'est une question, le Rabat est clair là-dessus. Cependant, certains pays qui se disent amis ou partenaires du Maroc semblent vouloir pousser le pays dans ses retranchements. Donc, le gros défi pour le royaume pour ces prochaines années est de réussir les objectifs du Maroc sans perdre les bénéfices commerciaux avec l'Union européenne. Car se séparer de l'Union européenne à court terme et maintenir un froid encore longtemps pourrait faire mal économiquement parlant. Diversifier son économie ne se fait pas du jour au lendemain, surtout que l'Union européenne, c'est le plus grand marché du monde et le premier partenaire du royaume. Alors, voilà donc où on en est. Le Maroc a une carte à jouer. Non pas une carte commerciale ou une carte diplomatique, car nos partenaires ne nous donneront jamais rien gratuitement. Le Maroc doit jouer la carte de sa jeunesse, une jeunesse donc dynamique et pleine de potentiel. Au lieu de voir ces Marocains, ces jeunes Marocains traverser la Méditerranée, le Maroc peut les retenir et mieux les éduquer en boostant son économie, en misant sur la technologie et en valorisant cette jeunesse qui bouillonne d'énergie. Le Maroc doit donc se positionner non pas comme un pays d'où on part, d'où on veut s'échapper, mais comme un pays où on construit, où on innove, où on rêve. Que doit donc faire le Maroc ? Continuer de se battre pour sa souveraineté sur les cercles diplomatiques, c'est évident, mais aussi et surtout bâtir un avenir où la souveraineté du Maroc ne se mesure pas en kilomètres carrés, mais en opportunités créées pour sa population. Un avenir où le Maroc ne serait pas seulement connu pour ses disputes territoriales ou ses accords commerciaux, mais pour sa capacité à être un leader dans l'économie et dans la technologie, en valorisant ce qu'il a de plus précieux, donc sa jeunesse et son potentiel. C'est comme ça que le Maroc, que le royaume du Maroc pourra à la fois tenir tête, défendre sa souveraineté et rayonner à travers le monde. Barakallahu fikum. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est toujours un plaisir de débattre avec vous. Barakallahu fikum. Sahafturkum, saharamdankum. Wassalam wa alaikum wa rahmatullah.